Bon, alors, comme toujours, j'étais un peu trop long sur les aspects un peu qualitatifs. J'espère que ça vous ennuie pas trop, ces réflexions un peu plus presque philosophiques, mais je pense que c'est intéressant quand même, j'espère. Alors, on va démarrer donc le chapitre, je l'appelle chapitre 2 parce que celui-là c'était le chapitre 1 si on veut d'introduction, mais comme je vous avais dit, ça, enfin, voilà, l'introduction serait très informelle. Je vais quand même l'appeler chapitre 2, histoire de ne pas dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent c'était rien. Je pense que c'était en fait très important. Et ça prendra plus de sens au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Donc, ce chapitre 2, c'est simplement l'espace-temps. L'espace-temps, pardon, comme variété différentielle. Donc on va, comme je le disais, on va devoir reconstruire de façon minimale le cadre géométrique de la réalité physique. Donc c'est un vaste programme. Quand je dis de façon minimale, c'est donc en introduisant le moins de structures possible, en supposant le moins de choses sur la structure géométrique de cet espace-temps, mais en prenant ce qui nous semble être inévitable compte tenu de ce qu'on voit, de ce qu'on constate du monde, des expériences qu'on fait. J'insiste bien pour dire que ça ne veut pas dire que ces structures ou ces contraintes qu'on met pour l'instant seront toujours présentes dans la physique. Hein. La physique est appelée à évoluer. On sait qu'elle n'est pas complète, on sait qu'elle n'est pas définitive, on sait qu'il y a des conflits entre, en particulier, l'approche de relativité générale et celle de la physique quantique. Donc voilà, c'est pas un dogme établi. Néanmoins, effectivement, d'une façon ou d'une autre, il faut que, même dans une théorie future au sein de laquelle peut-être que l'espace-temps lui-même apparaîtra comme un effet induit, comme une manifestation effective de quelque chose de sous-jacent et de plus profond. Néanmoins, il y a dans la réalité physique des choses qui se manifestent sous la forme d'un espace-temps, c'est-à-dire avec différents lieux, alors dans l'espace-temps qui s'appellent des événements. Encore une fois, même si ces choses sont que effectives, ok, on fait une théorie de ces choses qui sont effectives, et si un jour on les fait émerger d'autres choses, eh bien tant mieux, mais telles qu'elles se manifestent. Donc il y a des événements qui sont justement les points de l'espace-temps. Donc la première chose pour l'espace-temps, c'est que c'est un ensemble de points. Voilà. Donc la première requête, c'est qu'on a un ensemble d'objets qu'on appelle les événements, ok. Donc, un ensemble de points. Ça, c'est le minimum qu'on peut avoir. Donc, vous savez, vous connaissez la théorie des ensembles en mathématiques. Hein, quand vous avez un ensemble de points, ça vous permet de distinguer des choses. Il y a tel élément puis tel autre. Donc, on peut distinguer des éléments. Et puis, il y a un certain nombre de notions qu'on peut obtenir simplement au niveau de la théorie des ensembles. C'est essentiellement des fonctions. Hein, donc, d'un ensemble E dans un ensemble F, vous avez une fonction. On va prendre les notations que vous connaissez tous. Donc vous avez un certain élément petit e et vous pouvez lui attribuer un élément f de e dans l'ensemble d'arrivée.
Et associé à ces notions, à cette notion de fonction, il y a, enfin, oui, associé à l'existence des ensembles, et toutes les théories des ensembles vous permettent d'accéder à des notions d'injectivité, de surjectivité, de bijectivité. Vous savez tous ce que ça veut dire. Une fonction est injective si deux éléments différents ont des images forcément différentes. Elle est surjective si tous les éléments de l'ensemble d'arrivée sont atteints. Elle est bijective si elle est à la fois injective et surjective, etc. Voilà. Donc il y a quelques notions qu'on peut faire simplement au stade de la théorie des ensembles. Et puis, il y a une notion de sous-ensemble. Il y a une notion de sous-ensemble. Vous pouvez prendre seulement certains des éléments de l'ensemble complet. Et associé à ça, il y a une notion d'intersection. Donc, si vous avez deux sous-ensembles A et B, vous avez une notion de A inter B, c'est l'ensemble de tous les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Donc il y a une notion d'appartenance, hein, c'est ça qui est la notion de sous-ensemble, il y a une notion d'appartenance, il y a une notion d'intersection et il y a une notion d'union, d'accord? Donc ça, au stade de la théorie des ensembles, vous avez ça. Vous pouvez définir des fonctions et vous avez ces notions associées, vous pouvez définir des sous-ensembles et vous avez ces notions associées. Bon, très bien. Donc ça, c'est déjà une chose. On est capable de distinguer des choses dans la réalité physique. On distingue différents lieux. Habituellement, on se représente entre différents lieux et différents instants. On a vu déjà qu'il y avait besoin, enfin, qu'on pouvait penser l'ensemble des événements de la réalité physique dans une entité géométrique qui est l'espace-temps. Et donc, les points ou les éléments de l'ensemble qui est l'espace-temps sont les événements. Très bien. Donc ça, c'est la première notion. Mais en plus d'un ensemble de choses qu'on peut distinguer entre elles, c'est-à-dire donc de l'aspect ensemble de l'espace-temps, on a vu qu'il y avait la notion de continuité qui était importante. Et ça aussi, d'une façon ou d'une autre, n'importe quelle théorie physique doit tenir compte de l'existence au moins effective, au moins à certaines échelles, au moins dans certains contextes, etc., mais qui sont l'ensemble de tous les contextes auxquels on a accès aujourd'hui de toute façon, il faut que cet espace-temps puisse manifester, enfin, faut qu'il puisse y avoir un sens à parler de continuité au sein de cet espace-temps. D'une part parce qu'on a l'idée qu'il y a des points voisins, que les trajectoires sont continues, et ça a un sens de dire que cette trajectoire est continue. Alors il y a une continuité temporelle, il y a une continuité spatiale, il y a une continuité spatio-temporelle. Le point clé, c'est qu'on a besoin d'une notion de continuité au sein de l'ensemble des événements. C'est là où l'espace-temps passe de la notion d'ensemble à la notion d'espace. Parce qu'un ensemble, juste l'ensemble, il n'y a aucun lien entre les éléments. Entre les événements, en l'occurrence, tous les événements se valent. Et il n'y a aucun sens à dire qu'il y en a un qui est proche d'un autre, ou de quelque façon que ce soit, et donc il n'y a aucun sens à parler de continuité. On veut une notion de continuité, et ça, mathématiquement, je pense que vous le savez, comment on peut définir la continuité. Par exemple, la continuité d'une fonction. Au stade de l'ensemble, on a une notion de fonction, mais on n'a pas de notion de fonction continue. Ça ne veut rien dire. Si j'ai un ensemble A, B, carré, Mickey, je ne sais pas comment, voilà, et puis je sais pas quoi, voilà. Voilà un ensemble, et puis j'ai un autre ensemble, E, L, une ligne comme ça, et puis une étoile, je sais pas, voilà. Voilà deux ensembles. Je peux définir une fonction de l'un dans l'autre, je peux définir un sous-ensemble, etc. Je peux faire une fonction qui a ça, ça fait ça, ça fait ça. Lui, il va là, lui, il va là, et puis lui aussi, il va là, voilà. Je peux dire qu'elle est ni injective ni surjective, etc. Est-ce que cette fonction est continue? À ce stade, ça ne veut rien dire. Alors, vous pourriez vous dire, mais en fait, une fonction ne peut pas être continue si on est sur des ensembles qui ont un nombre fini d'éléments. Ben, si, parfaitement, on peut. Il y a un sens à parler de continuité des fonctions, mais à condition qu'on introduise justement une structure qui permet
de parler de continuité. Cette structure, c'est ce qu'on appelle la topologie. Alors, je ne sais pas si vous avez fait de la topologie dans... Non? Alors, d'accord. Beaucoup d'entre vous n'ont pas fait de topologie. Donc, je vais faire un archi-résumé et il y a des choses, peut-être, il faudra me croire sur parole. Enfin, croire les mathématiciens sur parole, mais c'est des choses très... Je vais utiliser des choses très, très basiques sur la topologie. La topologie, en tant que discipline, est une discipline extraordinairement vaste. Vous n'avez même pas idée. Mais là, le mot topologie tel que je l'emploie là, je ne l'emploie pas pour désigner la partie des mathématiques qui s'appelle la topologie, qui est quelque chose d'absolument vaste et profond. Topologie, c'est un ensemble... Alors, enfin, donc une topologie... Une topologie, c'est une structure. C'est une structure particulière que peut avoir un ensemble donné. Donc vous avez un ensemble d'éléments si c'est l'espace-temps. Vous pouvez le munir d'une structure qu'on appelle une topologie, et cette topologie est donnée par... Alors, donc c'est la définition. Qu'est-ce qu'une topologie sur un ensemble? Donc, une topologie sur un ensemble E, est... Alors, c'est un ensemble de sous-ensembles en général, on le note O. Donc ça, c'est l'ensemble des sous-ensembles. Un ensemble de sous-ensembles, avec un S, pardon, il y en a plusieurs. Un ensemble de sous-ensembles, pardon, c'est un ensemble O de sous-ensembles qu'on appelle ouvert. Donc, le mot-clé ici, c'est ouvert. C'est un ensemble de sous-ensembles qu'on appelle ouvert et qui vérifie les propriétés suivantes. Vérifiant les propriétés suivantes. Alors, tout d'abord, l'ensemble vide appartient à cet ensemble. Vous savez que l'ensemble vide est un ensemble qui n'a pas d'éléments. Okay, bon. Ensuite, l'ensemble complet appartient à l'ouvert. Enfin, appartient à l'ensemble des ouverts, est un ouvert. Donc, on les appelle ouverts, c'est un mot. Alors évidemment, ça va coïncider à la notion d'ensemble ouvert dans les topologies ordinaires qu'on connaît. Je vais y revenir. Pour l'instant, je vous donne la définition de ce que c'est qu'une topologie. Donc, une topologie, c'est un ensemble de sous-ensembles de l'ensemble dont on parle. Parmi tous ces ensembles, qui sont les ensembles ouverts, il doit y avoir l'ensemble vide et il doit y avoir l'ensemble complet. Ok, d'accord. Et ensuite, il doit y avoir la propriété suivante, que si 1 est un ouvert, donc appartient à l'ensemble en question, à l'ensemble des sous-ensembles en question, et si B est aussi un ouvert, je prends deux sous-ensembles parmi cet ensemble de sous-ensembles que j'ai sélectionné et dont j'ai dit, voilà, c'est des ouverts. Si j'en prends deux quelconques, je dois avoir leur intersection qui est encore un de ces ensembles sélectionnés. Donc parmi tous les sous-ensembles possibles de mon ensemble de départ, j'en sélectionne certains, je les appelle ouverts, ok, why not, mais j'exige que si j'en ai deux quelconques, leur intersection, ça doit encore faire partie de ma sélection. Si j'en prends deux, je dois prendre leurs intersections. D'accord ? Et ensuite, si je prends une collection
AI, où I est un certain ensemble, pas forcément même je vais ouais, est un certain ensemble. I appartient à, je vais le noter grand I, un ensemble d'indexation. Donc j'ai une collection d'ensembles de sous-ensembles que j'ai appelé ouverts. J'en prends une connexion et c'est pas forcément ici un nombre fini, c'est même pas forcément un nombre dénombrable. Oui. Eh bien, voilà, si où chaque AI est un ouvert, alors l'union de tous ces AI doit appartenir aussi aux ouverts. Voilà, donc j'ai un ensemble, pour nous ça va être les événements, donc j'ai l'espace-temps en tant qu'ensemble d'événements. Dans tous ces événements, dans cet ensemble, il y a des tas de sous-ensembles. Vous connaissez ce qu'on appelle la puissance d'un ensemble? Ça vous parle ça? Non, sûrement pas. La puissance d'un ensemble E, ça se note P de E, c'est simplement l'ensemble de tous les sous-ensembles. De E. C'est juste un mot. Enfin, c'est le nom qu'on donne. Vous avez un ensemble, vous prenez l'ensemble de tous les sous-ensembles, et parmi cet ensemble de tous les sous-ensembles, si vous arrivez à en prendre certains qui vérifient ces quatre propriétés, donc faut prendre à coup sûr, il faut prendre l'ensemble vide et il faut prendre l'ensemble complet. Et si en plus, à chaque fois que vous en avez deux, vous avez leur intersection qui est là aussi, et à chaque fois que vous en avez un nombre quelconque, y compris infini, si vous faites leur union, il est encore dedans, alors vous avez une topologie. C'est ça une topologie, c'est la définition d'une topologie. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire cette définition? C'est que précisément, ça permet de définir une notion de continuité. Alors, pour voir ça, je vais, comme on ne va pas faire toute la théorie sous-jacente, je vais faire appel à votre intuition sur les ensembles qu'on connaît. Donc, typiquement, vous avez l'ensemble R, hein, ou la droite qu'on peut représenter comme la droite réelle, par exemple. Vous avez, je prends deux points A et B. Cet intervalle-là, intervalle ouvert, c'est pas pour rien qu'il s'appelle ouvert, enfin, ou c'est pas pour rien qu'on appelle ces sous-ensembles-là des ouverts, c'est que justement, ces sous-ensembles-là, enfin, l'ensemble, disons, cet intervalle-là est dit ouvert, celui-là est dit fermé. Alors fermé, ça veut dire que son complémentaire est ouvert, donc le complémentaire, c'est ça. D'accord? Le complémentaire dans l'ensemble dont vous parlez, hein, donc union B plus l'infini, d'accord? Ça, c'est ouvert, donc ça, c'est fermé, c'est juste une définition de complémentaire d'un ouvert, c'est un fermé. Ok, très bien. Mais, par exemple, il y a des sous-ensembles, comme par exemple A, B, comme ça, qui n'est ni ouvert ni fermé, c'est pas un ouvert, et son complémentaire n'est pas un ouvert non plus, bon, très bien. Donc, mais il y a certains sous-ensembles qui sont des ouverts. Si vous avez, je mets C ici, si vous faites, je ne sais pas, AC inter AB, ça c'est un ouvert, ça c'est un ouvert, cette intersection en fait c'est lui, et c'est bien un ouvert. Après, vous pouvez faire, voilà, vous pouvez faire, je vais plutôt faire AB inter CD, enfin bon, vous connaissez tout ça, je ne vais pas y passer du temps. AB inter CD, comme ça, ouvert, ça fait CB, et c'est bien un ouvert. Bon. Toutes les propriétés que j'ai énoncées là
sont vrais pour les ouverts au sens ordinaire. Alors ça, c'est des intervalles ouverts, mais bien sûr, des unions d'ouverts sont encore ouverts, c'est-à-dire AC union BD, chaque intervalle ouvert est encore ouvert. Voilà. Donc la topologie standard de la droite des réels, si vous voulez, est engendrée par ces intervalles ouverts, dont vous savez comment ils sont définis. Ça, c'est l'ensemble des X dans R, tel que A est plus petit que X et X est plus petit que B. D'accord ? Plus petit strictement. Voilà. Donc ça, c'est la définition de l'intervalle ouvert. Et les ouverts, et ces intervalles ouverts engendrent une topologie, au sens où si vous prenez toutes les intersections, c'est encore des intervalles ouverts. Enfin, c'est encore des ouverts. Oui, si vous prenez des intersections d'intervalles ouverts, ils sont encore des intervalles ouverts en l'occurrence. Et si vous prenez toutes leurs unions, y compris des unions infinies, vous avez encore un intervalle ouvert. Alors, attention, c'est pas vrai pour l'intersection, pour une intersection infinie. Vous pouvez prendre une intersection, enfin, vous pouvez prendre l'intersection de deux ouverts, ça vous donne un ouvert. Donc, de trois ouverts, ça vous donne encore un ouvert, puisque l'intersection des deux premiers, ça fait un ouvert à l'intersection avec le troisième. Du coup, maintenant, c'est deux ouverts dont vous faites l'intersection, ça reste encore ouvert. Donc, de proche en proche, vous pouvez faire l'intersection d'un nombre aussi grand que vous voulez d'ouverts, ça reste un ouvert. Par contre, vous ne pouvez pas faire une intersection infinie d'ouverts et être sûr que ça soit un ouvert. Hein. Par exemple, si vous prenez l'intersection de 1 moins n, excusez-moi, je prends un point quelconque, a moins 1 sur n et a plus 1 sur n, d'accord? Voilà un ensemble. Cet ensemble, je peux l'appeler AN, voilà, d'accord? Eh bien, l'intersection de tous les AN, ça, c'est le singleton A, bien sûr. Il n'y a que A lui-même qui se trouve dans tous ces intervalles. Donc l'intersection infinie d'ouvert n'est pas forcément ouvert. Ça, c'est pas un ouvert, bien sûr. D'accord ? Ok. Par contre, vous pouvez regarder l'union, y compris infinie, de, je ne sais pas si vous faites A moins 1 sur n, A comme ça, voilà. Vous pouvez faire l'union de tout ça, ça va vous faire un ouvert. B, pardon. Voilà, je vais faire comme ça, voilà. Sinon, c'est trivial, ça n'a pas d'intérêt. Si vous faites l'union de tout ça, pour tous les n infinités, ça, c'est l'intervalle AB, pardon. Cette union-là, c'est l'intervalle AB. Il n'y a aucun point là-dedans qui n'est pas dans un certain de ceux-là. Okay. Donc, une union infinie d'ouvert est ouverte, une intersection finie d'ouvert doit être ouverte. Une intersection infinie d'ouvert peut être ouverte, mais elle n'est pas obligée de l'être. Ça marche que sur R. Alors ça marche sur R. Enfin, disons, je vous mets l'exemple de R pour vous montrer que ces propriétés-là sont des propriétés qu'ont ce qu'on appelle ordinairement les ouverts dans R. Mais justement, l'idée, c'est de dire, en fait, ces propriétés-là sont fondatrices de ce qu'on appelle une topologie. Dès lors qu'un ensemble de sous-ensembles vérifie ces propriétés-là, on peut appeler ces ensembles-là des ouverts. Alors, sur R, on a la topologie standard qui est celle-là, mais on peut en choisir d'autres. Vous voyez aussi que sur un ensemble quelconque, par exemple, je reprends mon ensemble de tout à l'heure, 1, 3, carré et petit bonhomme, là, voilà, petit bonhomme comptant, voilà. Sur cet ensemble-là, je peux définir une topologie. Je déclare que, alors donc ça c'est l'ensemble E, je définis une topologie
comme étant, alors une topologie c'est un ensemble de sous-ensembles que je déclare ouvert. Alors ce qui est sûr c'est qu'il doit y avoir l'ensemble vide et il doit y avoir E tout court, en entier. Ok, ça c'est requis, très bien. Ensuite, par exemple, je peux déclarer que 1 est ouvert et que 3 et carré est ouvert. Mais alors attention, si je m'arrête là, ça vérifie pas les axiomes. Alors là, il est vrai que toutes les intersections d'ouvert sont ouvertes. Par exemple, lui inter lui, bah, ça fait l'ensemble vide, ça tombe bien, il y est. C'est pour ça qu'il faut l'ensemble vide. Si je fais E inter n'importe quoi, ça fait lui-même, donc évidemment il est dedans. Enfin, ça, ouais. Par contre, vous voyez que 1 union 3 carré, c'est pas dedans là. Donc là, ça ne vérifie pas l'axiome. Donc il faut que je rajoute là-dedans 1, 3 carré. Voilà, ben là je crois que j'ai défini une topologie sur l'ensemble. Je pense que ça vérifie tous les axiomes. Vous prenez n'importe quel élément de cette topologie, donc n'importe lequel de ces sous-ensembles-là, celui-là, 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 celui-là ou celui-là. Si vous en faites les intersections, par exemple, lui inter lui, ça va faire lui inter lui, ça fait lui. Et si vous faites maintenant, et puis lui inter lui, bah, ça fait lui inter lui, ça fait lui inter vide, ça fait vide, etc. Toutes les intersections, ça marche, et les unions aussi, si je ne m'abuse. Oui. Le premier axiome, il l'implique d'une certaine manière. C'est-à-dire que si on dit que l'ensemble vide, il appartient ouais. à notre topologie, alors si je prends l'intersection de n'importe quoi avec n'importe quoi, nécessairement, j'aurai soit quelque chose qui appartient, soit l'ensemble vide. Non. Non, non. Si je prends maintenant 3 et bonhomme content. Si je fais l'intersection avec lui, j'obtiens 3. Et 3, il n'est pas dedans. Vous voyez? Ouais. Donc, c'est contraignant, mais ça donne aussi beaucoup de liberté. D'accord? Alors, ce que vous voyez, et ça c'est absolument capital, vous voyez que sur un ensemble donné, je peux choisir différents types de topologies. Sur cet ensemble-là, je peux choisir celui-là, cette topologie-là, évidemment. Et il suffit de réfléchir 2 secondes, on va en trouver d'autres des topologies qui fonctionnent aussi. Je vous fais remarquer aussi que sur n'importe quel ensemble, on peut toujours mettre de topologies assez triviales. Vous pouvez mettre la topologie qui est constituée uniquement de l'ensemble vide et de E. Bon, oui, ça marche, ça vérifie les axiomes, d'accord? Union, intersection, évidemment. Donc ça, c'est la topologie triviale. Vous pouvez toujours mettre une topologie sur un ensemble. Ça ne va pas vous permettre d'avoir une notion très fine de la continuité, mais soit. Et il y a aussi une autre topologie qui est toujours possible. Donc ça, c'est, on va dire, la topologie triviale. Et une autre topologie qu'on appelle la topologie discrète, si je ne m'abuse, je prends toujours les termes, mais bah, c'est de prendre tous les sous-ensembles. Vous prenez tous, n'importe quel sous-ensemble, c'est un ouvert. Voilà. Alors évidemment, n'importe quelle intersection, ça reste un sous-ensemble, n'importe quelle union, ça reste un sous-ensemble. L'affaire est réglée, vous avez une nouvelle topologie qui marche toujours. Donc il y a toujours ces deux topologies extrêmes qui sont toujours possibles sur n'importe quel ensemble. Mais de manière générale, vous pouvez définir sur un ensemble quelconque des tas de topologies différentes. Et à chaque fois, ça va, justement, le point clé, c'est que à chaque fois, ça va donner une notion différente de la continuité. On va voir comment définir la continuité à partir de la topologie, et c'est ça la clé. Cette notion, il s'avère que, les mathématiciens ont travaillé pour nous, cette notion est la bonne notion qui capture l'idée de topologie de manière complètement générale et abstraite, qui s'applique, voilà, enfin, qui vérifie toutes les propriétés qu'on veut pour la notion de topologie. Ça permet de définir une topologie, une notion, pardon, j'ai dit
Topologie, je voulais dire continuité. Ça permet de définir une notion de continuité cohérente qui capture ce qu'on veut et qui, évidemment, dans le cas où l'ensemble c'est R ou c'est Rn, voilà, un espace standard Rn pour n quelconque, la topologie usuelle sur l'ensemble Rn, je vais l'écrire, je peux effacer les actions, je pense que vous les avez. Ils sont très simples, hein, vous voyez, en soi, c'est pas compliqué. Donc, la topologie standard sur Rn, c'est la topologie qui est engendrée par... Alors, quand je dis engendrée, ça veut dire vous prenez ces éléments-là et vous faites toutes leurs intersections et toutes leurs unions possibles et imaginables, et du coup, vous avez la topologie minimale qui contient au moins les éléments que vous avez mis dedans. Voyez ? Parce qu'à chaque fois que vous avez deux éléments, il faut qu'il y ait leur intersection. Donc si elle n'y est pas, bah, vous la rajoutez. Et pareil, il faut leurs unions. Donc si elle n'y est pas, vous la rajoutez. Donc vous pouvez vous donner un certain nombre, c'est ce que j'ai fait ici, j'ai dit, je veux que ça soit des ouverts, et après, ah oui, mais du coup, il faut que j'ajoute ça. Ok, bah, je l'ajoute. Peut-être qu'il aurait fallu que j'en ajoute encore un autre. Okay. À partir d'un certain nombre d'éléments, vous pouvez le compléter pour que ça marche, quoi. Hein. Sachant que vous pouvez toujours compléter pour que ça marche, ne serait-ce qu'en prenant le maximum. Vous prenez tous les sous-ensembles, et évidemment, ça marche. Donc, la topologie engendrée par un certain nombre de sous-ensembles, c'est la minimale. Vous avez juste ajouté ce dont il y avait besoin, mais sans en mettre d'autres dont vous auriez pu vous passer. Hein. C'est la définition. Il faudrait à chaque fois faire des lignes de définition de chaque notion, mais vous comprenez l'idée. Donc, la topologie standard, elle est engendrée par ce qu'on appelle les boules ouvertes. Et une boule ouverte autour d'un point, X, on va dire, alors, donc, dans Rn, vous avez, bah, c'est une collection de n nombres, hein, donc x1, x2, xn, voilà, eh bien, la boule de rayon petit r autour de ce point-là, la boule ouverte, est définie comme l'ensemble des éléments de l'ensemble, c'est-à-dire des y1, enfin des n tuplets de nombres, y1, y2, yn, voilà, donc l'ensemble c'est Rn, hein, donc ça appartient à Rn, et ça, donc c'est l'ensemble des éléments de Rn, je vais l'écrire comme ça ici. L'ensemble des éléments de Rn, tels que la somme de i égale 1 à n de xi moins yi au carré est plus petit que R2, et je n'ai pas précisé que ce R, c'est un élément de R+. R plus étoile, voilà. R strictement positif. Donc ça, c'est, comprenez tout de suite l'intuition sous-jacente ici, c'est la boule de rayon R autour de ce point-là. Okay. Mais vous voyez que quand je dis de rayon R, je parle d'une notion de distance. En fait, je n'ai pas besoin de définir une distance. Évidemment, là, vous reconnaissez la distance euclidienne, mais je n'ai pas besoin de considérer que c'est une distance. Je n'ai pas besoin de munir mon espace Rn d'une notion de distance pour définir les boules ouvertes. Voilà la définition. Bon. Évidemment, Rn est aussi un espace métrique avec une distance naturelle qui est celle-là. Et donc, dès lors que vous avez une distance, vous pouvez fabriquer, si vous avez un espace avec une notion de distance, il y a une topologie naturelle associée à la distance, c'est précisément celle des boules ouvertes où le R ici correspond à la distance au point dont vous parlez. Donc, un espace métrique est toujours muni d'une structure topologique naturelle associée à cette distance. Et vous voyez que la notion de distance est plus forte que la notion de topologie. Si vous avez une distance, alors vous avez une topologie associée. Mais vous pouvez avoir une topologie sans avoir de notion de distance. Là, je n'ai pas défini une notion de distance entre les points. Ça n'a aucun sens de dire que ce point-là a une certaine distance de celui-là. Néanmoins,
j'ai une notion de topologie, et ça va me suffire pour dire j'ai une notion de continuité. Alors que, bien, encore une fois, si vous avez une distance, vous pouvez dire la continuité, c'est quand je tends vers un truc, je me rapproche de plus en plus, mais se rapprocher de plus en plus, au sens où la distance est de plus en plus petite. Alors la fonction, l'image de la fonction se rapproche de plus en plus, etc. Donc vous pouvez faire des limites à partir des notions de distance. Mais toute l'idée ici, ça va être de construire une notion de continuité indépendamment d'une notion de distance. Alors pourquoi on s'embête à faire ça? Tout simplement parce que je vous rappelle que dans l'espace-temps, il n'y a pas de notion de distance. Mais on veut une notion de continuité. Donc il faut aller capturer la notion sous-jacente, qui est la minimale, qui nous permet de parler de continuité, d'accord? Mais où on n'est pas obligé de supposer qu'il y a une distance, parce qu'il n'y en a pas. Alors, vous aviez une question? Ouais, pardon. Le nucléo Y, il appartient à R puissance 7. Oui, merci. Merci bien. Du coup, l'espace-temps qui n'a pas de notion de distance ou de coordonnées naturelles, c'est quoi sa topologie? Alors, on choisit quelle topologie pour l'espace-temps? Alors, le truc, c'est que justement, on va juste dire, on va dire l'espace-temps, c'est un ensemble muni d'une topologie, une topologie. Mais il faut, voilà, enfin, on ne sait pas laquelle. En fait, le truc, c'est que, alors, on va y venir. La question, enfin, ce qui motive votre question va revenir plusieurs fois. Elle va être troublante, mais il va falloir s'y habituer. Là, vous avez un ensemble dont vous pouvez désigner les éléments. Vous pouvez dire, c'est le 1, le 3, ils sont définis, enfin, après, le 3, vous voyez, c'est un élément, il n'a pas une valeur numérique, c'est pas le 3 du 3, parce que sinon, carré, c'est quoi sa valeur numérique? Donc là, j'ai fait exprès de mélanger des types d'éléments, parce que, justement, un ensemble, c'est juste un ensemble, une collection d'éléments qui n'ont pas de signification en eux-mêmes. Leur signification, c'est d'être des éléments de l'ensemble. D'accord. Oui, donc, vous dites, mais dans l'espace-temps, c'est quoi la topologie? Alors, le truc, c'est que dans l'espace-temps, il va y avoir une infinité de points, et la question, c'est comment vous les désignez, ces points? Effectivement. Parce que, pour pouvoir dire, c'est quelle topologie? Quand vous posez la question, mais c'est laquelle de topologie sur l'espace-temps? Vous présupposez que les points sont ce qu'ils sont et on les connaît, et je peux définir la topologie en disant je prends celui-là, 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 celui-là et celui-là. Et ça me fait un ensemble. Puis je prends celui-là, 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 ça m'en fait un autre. Mais le truc, c'est que vous n'avez aucun moyen préalable de dire celui-là. Vous ne pouvez pas distinguer un événement d'un autre a priori. Alors vous allez pouvoir les distinguer éventuellement les uns par rapport aux autres, mais même comment quand on a parlé la semaine dernière, je vous ai rappelé comment on construisait l'espace à partir d'un référentiel. C'est-à-dire j'ai des points, et puis après je désigne tel autre point rapporté à ce référentiel comme étant celui qui est à telle distance de l'ensemble des autres points. J'ai besoin d'une notion de distance pour faire ça. Sinon, comment je désigne ce point-là ou celui-là? Ben en fait, je ne peux pas. Comment je fais? Alors soit je présuppose que je suis dans Rn, justement, et les points sont identifiés, parce que chacun de ces trucs-là, c'est un nombre, et un nombre, je sais ce que c'est. Mais vous voyez que vous utilisez une essence, une ontologie pour le point qui est fixée par autre chose. Mais dans l'espace-temps, qu'est-ce qui va fixer l'ontologie de l'événement? L'événement, il est ce qu'il est, mais vous ne pouvez pas le désigner en lui-même. Et c'est là où on va aller, le cran d'après. Donc la topologie va nous permettre de définir une continuité. Le cran d'après, ça va être de passer à la notion de variété, justement, variété topologique dans un premier temps, puis différentielle, mais de variété, qui va être associée, donc l'ensemble des points de la variété va être associé à ce qu'on appelle des cartes, c'est-à-dire une possibilité de désigner un point particulier par des coordonnées. Et le choix de la manière de désigner un point particulier par des coordonnées, pour le coup, lui, sera arbitraire. Donc on y viendra petit à petit, mais votre question est le cœur du problème, et ça va se reproduire plusieurs fois, c'est que justement on a l'habitude de considérer
que les points sont définis par eux-mêmes et je peux parler d'un point. Mais sauf que si vous fermez tous les yeux et que je vous dis, je parle de ce point-là, vous n'avez aucun moyen de savoir de quoi je parle. D'accord? Et donc, comment je vais caractériser un point? Alors, je vais vous dire, c'est celui qui a telle coordonnée. Ok, mais avec quel code de coordonnées? Si je vous dis, c'est le point de coordonnées 2, 3, 5,2. Ouais. C'était quoi vos axes? D'abord, est-ce qu'ils étaient cartésiens? Est-ce que c'était pas des... Enfin, et donc, en fait, c'est un problème de fond. Comment désigner les points? De façon singulière. Alors, justement, on ne peut pas... Enfin, oui, les événements... Enfin, non, on ne peut pas... Alors, on peut le voir comme un problème, mais c'est aussi une force. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on désigne un point, et ça, c'est ce qu'il va falloir casser dans notre construction mathématique de la physique, on a tendance à identifier un point avec des nombres qui sont ses coordonnées. Et pour faire ça, on utilise une façon de repérer l'espace particulière qu'on a construit sur un référentiel. Ça, on a bien compris quand même quand on arrive comme vous en master, on a compris que il faut choisir un système de coordonnées d'une part, cartésienne, polaire, etc. Et il faut aussi choisir un référentiel, parce que sinon je vous donne 3 nombres, ça ne veut rien dire. Bon. Donc on a des codes particuliers pour repérer les événements, et après on oublie que c'est un code particulier, et on a tendance à assimiler ce qui se passe dans le monde avec ce qui se passe dans la lecture, dans la formalisation du monde. Et c'est ça qu'il va falloir petit à petit déconstruire, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment, à chaque moment, bien faire la distinction entre ce qui se passe dans le monde et qui est défini en soi, qui concerne la réalité physique, et ce qui concerne la description de la réalité physique qui va avoir lieu dans une certaine carte, c'est-à-dire dans un certain choix de système de coordonnées par lesquels on désigne un point par un ensemble de coordonnées. Mais il ira de soi, comme il va déjà de soi pour tout le monde, j'en suis sûr, que ce qui se passe dans le monde évidemment ne peut pas dépendre de la manière dont je regarde, mais c'est déjà vrai en physique classique, mais on s'en affranchit toujours et on finit par l'oublier parce qu'il y a des façons naturelles de repérer les points. Il y a des coordonnées cartésiennes. Alors, on sait qu'on peut passer aussi en polaire, etc., mais on sait comment revenir à des coordonnées cartésiennes qui sont pour nous tous, spontanément, les bonnes coordonnées. Les bonnes coordonnées, justement, parce que dans ces coordonnées, voilà comment on calcule la distance. Et la distance, c'est un truc physique exact, intrinsèque, qui existe pour de vrai. Et entre deux points, il y a vraiment un vecteur, enfin, il y a une notion de direction et de longueur qui est une donnée concrète et objective de la réalité physique. Sauf que maintenant, non. Et donc maintenant, on n'aura plus la possibilité d'oublier qu'on se réfère à une lecture particulière du monde. On sera obligé en permanence de réaliser que ce qu'on écrit là, c'est une écriture dans un certain système, mais il faudra bien penser à de quoi on parle. Parce que les lois de la physique, elles seront exprimées en termes de la chose réelle dans la réalité physique. Bref, on y reviendra donc au fur et à mesure. Donc, à ce stade, donc, vous voyez qu'on peut définir une topologie sur n'importe quel ensemble. Il y a des topologies triviales, des topologies diverses. On va voir qu'à chaque topologie est associée une notion différente de continuité. Donc, en l'occurrence, dans la topologie, dans l'ensemble Rn, R3, R4, R27, ce que vous voulez, il y a une topologie naturelle qu'on appelle la topologie standard, c'est son nom en l'occurrence, qui est donnée par les boules ouvertes. Ça ressemble à une distance, mais je vous fais remarquer qu'il n'y a pas besoin de notion de distance. C'est juste défini comme ça définit entièrement les choses. Et vous pouvez vérifier que si vous déclarez que ces boules sont ouvertes et que toutes les intersections de ces boules sont encore ouvertes, donc dans l'espace à 2D par exemple, vous avez cette boule-là, donc sans le bord centré là-dessus, cette boule-là sans le bord centré là-dessus, et donc l'intersection des deux, ça va être alors ça c'est plus une boule,
mais ça reste un ouvert, alors sans les bords, etc. Puis vous faites les unions, etc. Et ça va vous donner exactement la notion d'ensemble ouvert et fermé, si vous prenez le complémentaire, à laquelle vous êtes habitué tout le temps. Bien. Alors, maintenant, quelle heure est-il? Ok. Maintenant qu'on a donc la notion d'ouvert, alors je vais peut-être... Alors, je vais définir la notion de voisinage. J'avais mis des petits 1, petit 2, je ne sais plus, non. Bon, disons qu'il y avait petit 1 ensemble, petit 2 topologie, petit 3 voisinage. Alors c'est pareil, vous savez ce que c'est qu'un voisinage, mais ça peut être défini de façon, enfin dans l'espace Rn, mais ça peut être défini de façon complètement abstraite, générale, disons sans s'appuyer sur d'autres structures que ce qu'on a déjà introduit. Vous dites donc, vous avez un point P dans l'ensemble E. Vous avez un ensemble V qui est un sous-ensemble de E, donc qui appartient à la puissance de E, hein, donc c'est un certain sous-ensemble. Eh bien, V est voisinage, et dit voisinage de P, du point P, si et seulement si, c'est la définition, si P appartient à V, donc pour être un voisinage pour qu'un ensemble soit un voisinage d'un certain point, il faut déjà que le point soit dedans, sinon ça paraît naturel, et donc si P appartient à V, et il existe un certain ensemble U qui appartient à la topologie, donc un ensemble ouvert, tel que U est inclus dans V. Alors ça, c'est complètement intuitif. Je mets dans le tableau ici. J'ai un point P là. Eh bien, ceci est un voisinage. Ensemble V est un voisinage de P, oui. Oui, pardon, merci. Oui, bien sûr, sinon il existe U, oui, tel que P appartient à U, et U est inclus dans V. Soit dit en passant, du coup, j'ai pas besoin de ça, donc merci pour la... puisque s'il appartient à U et que U est inclus dans V, évidemment, P est aussi dans V, donc comme ça, je me débarrasse. En fait, c'est ça que j'avais en tête, et j'ai court-circuité. Merci beaucoup. Donc, effectivement, l'idée, c'est que vous avez un voisinage si vous pouvez caser un truc que vous avez décrété ouvert entre P et V. V lui-même n'est pas obligé d'être ouvert, d'accord? Il peut y avoir ici la frontière, il peut même y avoir un bout de V ici. V, ça peut être l'union de ces deux machins-là, et de ça et de ça. Mais voilà l'ensemble V, c'est l'ensemble de tous les machins verts, là, ok? V est un voisinage de P dès lors que vous pouvez mettre un petit ouvert entièrement contenu dans V et qui contient P. Voilà. Okay. C'est un voisinage, c'est assez naturel. Okay. Et vous voyez du coup que vous pouvez dire que, vous pouvez définir des voisinages dans un ensemble comme ça. Dès lors que vous avez défini une topologie, vous pouvez voir que, je ne sais pas, ceci est un voisinage de 3, du point 3. Parce qu'effectivement, vous pouvez coller ce truc-là qui est un ouvert. Bon, d'abord, c'est un ouvert lui-même, et il contient 3. Donc tout ouvert qui contient 3 est un voisinage, puisque vous pouvez mettre un voisinage entre lui et 3, puisqu'il y a lui-même c'en est un. Donc, ok. Donc en l'occurrence, c'est assez trivial. Mais enfin, vous voyez ce qu'on peut faire, je ne vais pas y passer trop de temps. Donc, c'est l'idée intuitive qu'on a visuellement avec la topologie standard.
mais c'est quelque chose qui ne fait appel à aucune notion de distance, à aucune notion autre que ce qu'on a introduit, c'est-à-dire un choix de sous-ensemble qu'on appelle ouvert. Ça vous donne une notion de voisinage. Et quand vous avez une notion de voisinage, vous avez dès lors une notion de limite. Important. Une notion de limite, vous pouvez maintenant avoir un ensemble, donc vous avez un ensemble de points, je représente des points comme ça, et vous pouvez avoir une suite de points qui tend vers un point, qui a une limite. Donc je le représente là avec une idée géométrique standard avec beaucoup plus de notions que ce dont on a besoin, parce que je décide sur un espace qui est lui-même métrique, etc. Mais donc j'ai P1, P2, P3, etc., Pn. Et puis l'idée de la limite, c'est que je me rapproche de plus en plus d'un nombre qui va être, que je vais noter L, qui est la limite. Alors qu'est-ce que ça veut dire que L est la limite de la suite des P1, Pn? Donc on dit que L est limite de la suite Pn, n dans l'ensemble des entiers naturels, si... Alors, comment on va capturer la notion de limite avec juste les notions qu'on a introduites? Pas en parlant de distance, que la distance est de plus en plus petite, etc. On n'a pas de notion de distance. Mais on a une notion de voisinage, parce qu'on a une notion parce qu'on a une topologie. Alors comment on fait ça? L'idée, c'est que quel que soit le voisinage qu'on prend, pour n'importe quel voisinage de L, il y a un moment où tous les points de la suite sont dans ce voisinage. C'est naturel, oui. Oui, il y a toujours l'ensemble complet, c'est toujours un voisinage du point. Ah non, oui, non mais quel que soit V. Oui, pas juste il en suffit d'un, oui, sinon effectivement. Non, quel que soit V, voisinage de L, il existe un certain rang N, à partir duquel, tel que quel que soit petit n plus grand que ce rang-là, alors Pn est dans V. Est-ce que vous arrivez à lire? Ça va, c'est pas trop... Voilà. Ok? Donc, quel que soit le voisinage de L, intuitivement, aussi petit soit-il autour de L, mais petit, ça veut dire quelque chose si on a une notion de distance. On n'en a pas, c'est ça l'idée. Hein? Mais vous voyez comment toutes ces notions sont l'abstraction minimale des notions qu'on a quand on a un espace familier qui a toutes les structures qu'on aimerait que l'espace-temps a, mais qu'il n'a pas. Donc voilà, on est obligé de s'abstraire de tout ça parce que, tout simplement, il n'y a pas les structures qu'on croit, enfin qu'on espère, je sais pas, voilà. Donc ça, c'est la notion de limite, c'est parfaitement naturel. Quel que soit le voisinage, aussi petit soit-il, aussi exclusif soit-il, il y a un moment où vous êtes dedans. Voilà. Et vous n'en ressortez plus. C'est quel que soit n plus grand que n. OK? Et, alors, bon, ça c'est une notion de limite. Et maintenant, voici la notion de continuité, définie en topologie, définie grâce à la topologie. Alors en fait, on peut la reprendre directement d'ici. Vous avez un ensemble de départ, A, un ensemble d'arrivée, B, et puis vous avez une fonction f, qui, à chaque élément de l'ensemble de départ, associe un élément de l'ensemble d'arrivée. Voilà. Alors, par exemple, une fonction qui a un certain paramètre, je vais prendre une non, pour l'instant, je m'en tiens. Poser une certaine fonction comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire que f est continu? Alors, la définition, et après on va la commenter rapidement, mais on n'a pas beaucoup de temps de toute façon.
Donc, mais ça va, on a un quart d'heure, ça va le faire. Donc la définition, donc f est continue. C'est une définition. Hein. Si, quel que soit U dans la topologie de B, donc quel que soit l'ouvert qu'on considère dans l'ensemble d'arrivée, la préimage de V par F appartient à la topologie de A. L'image réciproque d'un ouvert là-dedans, donc si je prends un ouvert, admettons que ça c'est ouvert, c'est quoi la préimage? C'est l'ensemble des antécédents des points de l'ensemble. Il n'y a pas besoin que j'écrive cette définition ou... Ouais. Ouais. Tous les si marqués depuis le début, c'est des si et seulement si ou des si? C'est des si et des si et seulement si, parce que c'est une définition en fait. Donc, si on a ça, alors on dit que c'est un voisinage. Si on a ça, alors on dit que la fonction est continue. Donc, c'est des si simples. Oui, c'est des si simples en fait. Parce que c'est une définition. C'est-à-dire, si ça vérifie pas ça, c'est pour ça que c'est à la fois des si et seulement si. Parce que si ça vérifie pas ça, alors c'est pas continu. Donc c'est des si et seulement si aussi. En fait, c'est les deux, c'est un cas spécial. Quand c'est une définition, c'est... Mais c'est pas, vous n'avez pas deux notions et puis vous montrez que l'une implique l'autre et l'autre implique l'une. Parce que là, vous définissez la notion comme étant ça. Donc évidemment, ça... Oui. Ok. Donc, si la préimage d'un ouvert est un ouvert, la fonction est continue, c'est la définition de la continuité. Alors maintenant, on va voir pourquoi c'est effectivement la bonne définition et pourquoi ça capture l'essence de cette notion de continuité de la façon la minimale possible. Donc la préimage, préimage par F d'un ensemble S où S est donc un sous-ensemble de l'espace d'arrivée, ici c'était B. Par définition, c'est l'ensemble des points P dans A tel que F de P appartient au sous-ensemble S. Voilà. Je vous rappelle la définition de cette préimage, c'est très naturel, d'accord? Oui. C'est la préimage du U, c'est la préimage du U. Merci, de U. Merci beaucoup. Ok. Je ferai plein d'erreurs comme ça, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Voilà. Donc, quel que soit... Vous prenez un ouvert là, sa préimage doit être un ouvert. Si c'est le cas, on dit que la fonction est continue. Voilà. Alors, voyons ça. Et d'abord, théorème important, qui est déjà en soi une justification de la définition, si vous voulez. Donc ça va vous montrer que... parce que ça paraît très abstrait, ça. Quel rapport entre la préimage d'un ouvert, définie des ouverts, quel rapport avec la continuité? Eh bien, ça implique, donc théorème, si f est continu, et si la suite des Pn tend vers L, quand n tend vers l'infini, dans l'ensemble de départ, A. Je vais rajouter des choses après parce que, juste pour marteler une chose, mais bon, hein.
Donc, si vous avez une suite, donc vous avez A ici, si vous avez une suite qui tend vers une limite, et la limite c'est L, hein, comme tout à l'heure, P1, P2, machin, Pn. Donc si L est la limite, au sens où on l'a définit, sans notion de distance, etc., juste, à chaque fois qu'il y a un voisinage, il y a un moment où tous les points sont dans le voisinage, quel que soit le voisinage. Hein. Donc, vous avez une suite qui tend vers L. Si vous avez une suite qui tend vers L, eh bien, donc si f est continu, alors l'ensemble des f de Pn a une limite, la suite des f de Pn a une limite, et en plus la limite c'est f de L. Magnifique. Et là, on la sent, la notion de continuité. Si vous vous approchez, mais approchez au sens des voisinages abstraitement définis par la topologie, mais n'empêche, si vous vous approchez de L, eh bien, les images, alors il y a l'image de P1, puis il y a l'image de P2, puis il y a l'image de P3, alors ça peut faire des tas de choses, mais à la fin, ça va finir sur l'image de la limite d'ici. Donc, et c'est bien ça la continuité. F est continue si, quand on s'approche d'un point, ben l'image s'approche de l'image du point. Enfin, les images s'approchent de l'image du point. D'accord ? Eh bien, cette définition implique celle-là, moyennant la définition qu'on a donnée d'un voisinage, etc. Donc, je vous laisse faire ça en exercice. Si vous avez des problèmes, on le fera ensemble la semaine prochaine. Ça prend 3 lignes, vraiment. Mais je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est là que vous allez voir la puissance de ces définitions qui paraissent abstraites. Okay, pourquoi je définis un voisinage comme ça? Pourquoi je définis des ouverts comme ça, etc. En fait, c'est la bonne notion. Si on devait la reconstruire from scratch ensemble, ça prendrait, je sais pas, ça a pris 2000 ans de mathématiques pour arriver à cette essence-là. Mais c'est vraiment, vous voyez, c'est complètement épuré. Je définis les ouverts avec 4 critères. Enfin, il y a le vide, il y a l'ensemble total, et puis il y a les intersections et les unions, fini ou infini. Après, je définis le voisinage comme, il faut qu'on puisse glisser un petit ouvert que j'ai défini par ailleurs, enfin pas auparavant, entre le point et l'ensemble. Et je définis les limites. Alors, d'ailleurs, ça suffit. Pour définir la continuité, il suffit des ouverts, comme ça. Mais si effectivement je définis les voisinages à partir des ouverts et les limites à partir des voisinages de la façon la plus naturelle qui soit, qui correspond vraiment à notre intuition de ce que c'est qu'une limite, si le mot voisinage veut dire proche, d'une façon ou d'une autre, eh bien justement cette définition complètement abstraite et qui a l'air tirée du chapeau de la continuité garantit que effectivement, si vous avez une suite qui converge vers un point, la suite des images converge vers l'image du point. Non seulement elle converge, mais elle converge vers l'image du point, et c'est ça la continuité. D'accord ? Donc voilà, la structure minimale permettant de parler de continuité, c'est justement ça. Alors, je crains qu'il soit bientôt tard. Je vais juste vous montrer alors pourquoi ça c'est la bonne notion en faisant un petit dessin. Donc ça, vraiment, essayez de le démontrer. Je vous assure, il suffit de poser la définition, parce que ça veut dire quoi que f de n tend vers b? On pourrait presque le faire là ensemble. Ça veut dire que, quel que soit le voisinage de f de l, je vous le dis à l'oral, mais formalisez, c'est là vraiment que vous verrez sortir. Quel que soit le voisinage de f de l, il y a un certain moment où tous les f de Pn sont dedans. D'accord? Eh bien, comme il y a un lien justement entre voisinage et ouvert, ça veut dire que vous pouvez toujours coller un ouvert dedans, le voisinage. Et si vous prenez l'image inverse, ça va être un ouvert. Et vous allez pouvoir relier la limite ici et la limite là
en jouant justement sur les inverses. Et vous verrez que... parce qu'on pourrait se dire que la définition, ça devrait être l'image d'un ouvert doit être un ouvert. Non, la bonne définition, c'est dans l'autre sens, justement. C'est l'image inverse d'un ouvert qui doit être un ouvert. Alors, et ça, je vous le montre sur un dessin. Avec la topologie standard, je fais une fonction de R dans R, d'accord, hein, donc une fonction de R ici dans R, donc je fais une bête fonction standard, et je prends une fonction comme ça. Enfin, je prends une fonction qui explicitement n'est pas continue, et on va voir qu'est-ce qui pêche. Pourquoi, justement, pourquoi, si on avait ça, on ne pourrait pas avoir une chose comme ça. Hein, donc pourquoi c'est la bonne définition qui caractérise la continuité. Donc si j'ai... Alors, évidemment, c'est une fonction, donc à chaque point, j'ai une seule valeur. Donc là, je suis obligé, je fais comme ça pour indiquer que là, il n'y est pas ce point-là. Hein. Donc là, si vous voulez, la ligne, elle est ouverte là. Hein. Donc si j'ai une discontinuité, c'est que j'ai un saut comme ça, quelque part. D'accord ? Donc maintenant, regardons. Alors... Je vais prendre donc ça c'est l'ensemble d'arrivées, d'accord, c'est les y, et puis ça c'est les x, donc f de x égale y, donc voilà, l'ensemble de départ c'est r, mais c'est ce r là, et puis l'ensemble d'arrivée c'est ce r là, d'accord, donc voilà une fonction. Est-elle continue? Donc elle est continue si toute image réciproque d'un ouvert est un ouvert. Alors si je prends par exemple, je prends cet ouvert-là, donc d'accord, je ne le prends pas ici, hein, je prends cet intervalle ouvert-là, j'exclus explicitement les deux points, j'ai un intervalle ouvert. C'est quoi la préimage de cet ensemble-là? Voilà, la préimage de cet ensemble-là, c'est l'ensemble des points dont l'image se trouve dans cet ensemble. Donc c'est de là à là, voilà, tous les points de là à là, ils sont là-dedans. Et vous voyez que ça, c'est un ouvert. Justement, parce que je n'ai pas pris ce point-là, donc je n'ai pas pris ce point-là. D'accord? Donc l'image réciproque de cet ouvert-là, c'est cet ouvert-là. D'accord? Après, en fait, la fonction, elle pourrait faire ça aussi. D'accord? À ce moment-là, l'image réciproque du même ouvert, en fait, il faudrait que j'ajoute ce petit ensemble-là, qui à nouveau est ouvert. D'accord? Bon, très bien. Et effectivement, cette partie-là est continue, et si je prends un autre ouvert, je prends un petit ouvert bleu ici, où je prends ce petit ouvert bleu, union cet autre petit ouvert bleu, voilà, et ça va me donner, voilà, tiens, je peux même prendre celui-là qui passe au-dessus, là, voilà, bon, qu'à cela ne tienne. N'empêche, l'image réciproque de ce petit ouvert, ça va être ce petit bout-là, mais qui est ouvert, plus, enfin, union, ce petit bout-là, mais qui est ouvert aussi, puisqu'à chaque fois, je suis parti d'un ouvert, et puis, ici, de là à là, mais qui est ouvert aussi, qui ne prend pas ce point-là, et donc, voilà l'image réciproque de l'ouvert bleu, ok? Seulement, et donc, effectivement, là, j'ai pas de problème. Mais là, j'ai un problème, et c'est bien ça qui va nous faire dire que c'est ça qu'il faut imposer pour éviter ce genre de choses, qui est une discontinuité au sens où on l'entend ordinaire, parce que si maintenant je prends comme ensemble un violet, si je prends cet ouvert-là, non, pardon, je vais prendre celui-là, je prends cet ouvert-là, d'accord? Alors, je vais faire descendre celui-là plus bas. Voilà. Donc l'image réciproque, la préimage de cet ouvert-là, c'est tous les points dont l'image se trouve là-dedans. Donc j'ai en l'occurrence cet ouvert-là, là, tac, hein, si je prolonge ici, union celui-là, tout va bien ici. Mais là, j'ai... Ah ben là, ça va, là. Là, c'est ouvert, puisque je n'ai pas pris le point. Mais là, il y a lui, et il n'y a rien derrière. Et ça, c'est pas un ouvert. C'est pas un ouvert, c'est même pas un voisinage du point. D'ailleurs, je peux pas coller ici un petit ouvert, là.
En fait, un ouvert est un voisinage de chacun de ces points. Ne serait-ce que lui-même est collé entre lui et le point, donc c'est évident comme ça. Enfin bref. Et là, donc vous voyez que là où il y a la discontinuité, ça marche partout, ce machin-là. Mais là où il y a la discontinuité, ça marche pas. Alors si j'avais exclu ce point-là, alors si j'exclus ce point-là, alors oui, ça va être ouvert. Mais si je l'exclus, il faut que je le mette là, sinon j'ai pas une fonction. Parce qu'il y a un point qui n'a pas d'image. D'accord ? Donc si je le mets là, je pêche ici. Si je le mets là, parce que je peux dire en fait non, lui il était ouvert, d'accord, mais lui il n'est pas ouvert, et à ce moment-là c'est l'image réciproque de cet intervalle-là qui va me donner ici un point. Ça va démarrer là, quoi. Ouais. Donc la bonne notion c'est celle-là. L'image réciproque, la préimage comme on dit, de tout ouvert doit être ouvert, et si c'est le cas, eh ben on dit que la fonction est continue. Ça capture effectivement. Alors dans la topologie standard, on voit bien ce qui se passe et pourquoi c'est la bonne notion de continuité. Mais plus abstraitement, je vous invite vraiment à tenter cette démonstration, vraiment qui prend 3-4 lignes, qui est que cette définition implique que si vous avez une suite de points qui convergent vers un point et que la fonction est continue, etc. Alors, le dernier mot que j'ajoute, c'est que j'ai écrit ici la définition de la continuité entre deux ensembles. Et vous voyez que j'ai eu besoin de la topologie définie sur B et de la topologie définie sur A. Bon, j'ai deux ensembles, chacun y arrive avec sa topologie, et vous voyez tout de suite qu'il n'y a aucun sens à dire qu'une fonction entre un ensemble et un autre est continue s'il n'y a pas de topologie. Pour la définition même, parce que pour pouvoir dire que c'est continu, on a envie de... Ça, c'est une continuité un tout petit peu plus faible, ça s'appelle la continuité par limite. On a envie de pouvoir dire que voilà, si on tend vers un point, les images tendent vers un point, et que ce point, c'est l'image de... c'est pas un autre, quoi. Hein, d'accord ? C'est bien l'image du point vers lequel on tendait dans l'espace de départ. Donc, il faut déjà qu'il y ait une notion minimale de proximité à travers les voisinages. Il faut toujours faire attention au mot proximité, parce qu'il n'y a pas de notion de distance derrière. Hein. Tout ça est complètement abstrait, si on veut. Mais, n'empêche, c'est ça qui va finalement définir la structure, justement, topologique de l'espace en termes de limites. Vous savez que, par exemple, une sphère et un patatoïde, ou enfin un ellipsoïde ou un patatoïde comme ça, d'accord ? Tout ça, c'est le même espace. C'est l'espace qu'on appelle S2, c'est la sphère à deux dimensions. En tant qu'espace topologique, ils sont absolument indistinguables. Donc ça revient déjà aussi à votre question. Il y a, à moins d'introduire des notions supplémentaires, comme une notion de distance. Alors évidemment, une notion de distance, c'est pas la même chose. Là, vous avez des distances. Enfin bon, bref. Mais si vous introduisez pas de notion de distance, si vous introduisez pas de notion de connexion, comme on le fera plus tard, etc. Si vous avez juste une topologie, il n'y a absolument aucun moyen de distinguer ces ensembles-là. Ce sont les mêmes. Vous pouvez faire une bijection de ce point-là à ce point-là, enfin, pardon, une bijection de l'ensemble des points d'ici à l'ensemble des points là, et du coup, quelle est la différence? Alors, vous pouvez faire une bijection, pardon, qui respecte la continuité. Donc, au niveau, si vous avez la topologie induite, je n'ai pas parlé de la topologie induite, enfin, la topologie naturelle, vous pouvez induire, si vous avez, par exemple, une surface plongée dans l'espace 3D, vous pouvez induire sur la surface la topologie de l'espace dans lequel il est plongé, simplement en disant, je déclare ouvert dans l'espace plongé dans le plus grand, je déclare ouvert tous les ensembles qui sont une intersection des ouverts de l'espace global avec l'ensemble en question. J'y reviendrai si on veut. En tout cas, donc, avec la topologie usuelle, ces ensembles-là sont strictement les mêmes, absolument indistinguables du point de vue strictement topologique. C'est-à-dire que si une fonction est continue là,
et que vous en prenez, enfin, il existe une bijection telle que ça va devenir ça, d'accord? Ou vous pouvez la déformer comme vous voulez, votre balle, comme ça va devenir comme ça. Vous pouvez faire la déformation que vous voulez. Tant que vous le faites de façon continue, une courbe qui est continue ici sera continue partout ailleurs. Donc si vous vous intéressez que à la continuité, aux notions de voisinage, de limite, c'est pareil. La limite des points qui tendent vers là, bah, peut-être que là, vous l'avez complètement étiré, etc. Peut-être les images de ces points, c'est peut-être ça. Puis après, en fait, vous avez fait un espèce de nœud, ça revient, puis ça repart. N'empêche, tant que vous faites des déformations continues, vous allez avoir la suite des images qui tend vers l'image de la suite. Donc, la continuité, la topologie, pardon, en tant qu'ensemble de sous-espaces que vous déclarez ouverts, ça capture toutes les notions liées à la continuité, au voisinage, enfin, ce dont on a parlé, et aux limites. Tout ça ne dépend que de la structure topologique que vous avez mise dessus. Et du point de vue de cette seule structure, vous ne pouvez pas distinguer des objets comme ça. Ce sont les mêmes. Ça n'a aucun sens de dire qu'ils sont différents. Je les ai fait ils ont l'air différents sur le tableau parce que je les ai matérialisés sur un tableau qui, lui, a une géométrie euclidienne avec une notion de distance, etc. On voit bien que ce n'est pas la même forme. Mais la notion de forme n'existe pas en topologie tant qu'on n'a pas introduit une structure supplémentaire qui permet de parler de forme. Et quand à la fin on mettra une métrique, la métrique qui permet d'obtenir les équations d'Einstein, etc., alors là, vous pouvez parler de forme. Mais tant que vous n'avez pas mis... Alors, il n'y a pas besoin d'une métrique pour parler de forme, il suffit d'une dérivée covariante ou d'une connexion, on verra ça. Mais donc, vous voyez, à chaque fois, on va construire vraiment notion par notion. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, j'espère faire un peu plus, mais je suis trop bavard, donc il faut que je m'arrête. Mais on a introduit la notion de topologie, et ça permet de parler de continuité. Et ce que je voulais dire, et je termine là-dessus, c'est que dire qu'une fonction est continue, ça n'a de sens que si vous avez défini une topologie. Et si vous changez la topologie, vous choisissez un autre ensemble de sous-ensembles que vous appelez ouvert, une fonction qui est continue dans une certaine topologie peut très bien être discontinue dans une autre. Peut-être la semaine prochaine, je vous distribuerai une feuille d'exercice quand même sur la topologie, que vous puissiez voir les choses. On peut construire très facilement. Vous prenez deux ensembles, comme je l'ai fait, là, carré, machin, etc. Vous prenez deux ensembles, vous définissez une fonction, c'est-à-dire à chaque antécédent, vous définissez une image. Et puis, vous choisissez une certaine topologie, et vous allez voir que la fonction, elle est continue. Vous changez la topologie, elle n'est plus continue. Tout simplement parce que la définition de la continuité dépend de ce que vous avez appelé ouvert, de ce que vous avez appelé voisinage, etc. Si vous changez ça, un truc qui a l'air continu peut ne plus l'être. Donc c'est très important, on ne peut parler de continuité ou de limite, de suite, c'est pareil. Dire qu'une suite converge vers un point, ça n'a de sens que si vous savez ce que veut dire converger. Donc si vous savez ce que c'est qu'un voisinage au sein duquel tous les points doivent se trouver au bout d'un certain rang, et donc que si vous avez défini des ouverts. Mais il y a autant de façons que vous voulez de définir des ouverts. Enfin, définir une topologie, autant de façons. Non, si vous avez un ensemble fini d'éléments, il n'y a qu'un ensemble fini de sous-ensembles. Donc, il n'y a pas une infinité de façons de définir une topologie, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment important. On a besoin d'une topologie pour parler de continuité, et donc on démarrera par là pour construire l'espace-temps. C'est bon ? Stop.